Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Une dizaine de scientifiques qui vont tout à l'heure appeler de plusieurs pays européens, qui vont nous entretenir. L'OMS annonce le vaccin contre le paludisme une fois de plus aux pays africains. Nous avons évoqué ici, il y a quelque temps, n'est-ce pas, ce don de Gavi, 155 millions de dollars, environ 80 millions de francs CFA pour vacciner les Africains. On annonce même le vaccin contre la tuberculose qui est sponsorisé par Bill Gates, environ où les Africains vont servir de cobayes et aussi les Asiatiques, environ 40 millions de dollars. Comme d'habitude, Maranatha va aller loin. Nous allons très très loin. Nous avons des spécialistes. Nous aurons en cette journée environ 6 à 10 spécialistes qui vont appeler de différents pays, qui seront coordonnés par Mme Alexandra Ayonkode, qui est une ancienne directrice de l'INSERM. l'INSERM, chers auditeurs, l'INSERM, c'est l'institut, rapidement. L'INSERM, c'est l'Institut national de santé et de la recherche médicale en France. C'est le seul organisme de recherche publique français entièrement dédié à la santé. Nous aurons Gérard Delpine, cancérologue. Nous aurons des médecins, des professeurs, des chercheurs. Édition spéciale. Comment je vais appeler ça, Pasteur Duplex, vidéoconférence ou appel conférence. Soyez scotchés dans quelques instants, n'est-ce pas? Nous allons commencer à recevoir nos invités qui vont bientôt se signaler. C'est ça, Maranatha, les efforts sont fournis pour vous donner la bonne, mais alors la meilleure information différente des mainstream. Soyez confortablement assis, n'est-ce pas? Dans bientôt, ou bientôt si vous voulez, nous allons nous lancer. Nous allons commencer à prendre nos invités qui se mettent tout doucement en place dans différents pays européens. Est-ce qu'on peut... Yann assure la mise en onde, il faut déjà le dire. Yann est la mise en onde. Roger Bouloma, la coordination centrale. L'émission c'est bel et bien parti. Nos invités vont commencer à se présenter. Ils nous rejoignent à tour de rôle. J'espère que tout est mis en place de l'autre côté. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent dans les différents quartiers de la ville de Yaoundé. Yaoundé qui est la capitale du Cameroun, un pays situé en Afrique centrale en pleine forêt équatoriale, n'est-ce pas, une capitale d'environ 4 millions d'habitants. Je crois que nos invités sont déjà là. On va commencer par Alexandra. Alexandra Ayonkode, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous nos amis du Cameroun dans une actualité qui est pour le moins inquiétante. Oui. Alexandra, comment vas-tu? Je vais peut-être me présenter. Je suis le docteur Henri Ayonkode. Oui. Je suis généticienne basée en Afrique, mais pas exactement comme vous, puisque je suis basée à l'île Maurice. Et dans cette fameuse crise Covid, je suis un petit peu intervenue depuis 3 ans sur différents aspects et notamment cette solution du vaccin. Et en fait, il se trouve que je n'ai pas eu d'opposition scientifique. Nous rappelons aux auteurs que nous sommes bel et bien en direct. Nous avons donc Alexandra qui se présentait, Alexandra Ayonkode. Elle a été... Oui. Généticienne, directrice de recherche à l'INSERM, retraitée, et qui du coup travaille dans un institut de recherche qui s'appelle Simplissima, qui essaye de développer des solutions simples. Et je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle Les apprentis sorciers et qui est le best-seller, le meilleur livre vendu en France, notamment sur Amazon, juste derrière Le Prince Harry, qui est numéro 1, donc et pourtant c'est un livre qui parle de science et même s'il parle de science, il a suffisamment intéressé les Français pour qu'ils le mettent en numéro 2. Alexandra, je vais permettre aux auditeurs d'écouter un peu quelques extraits des différentes interventions. On va écouter celle-ci avant de continuer avec nos invités. Le vaccin, est-ce que le vaccin a stoppé l'épidémie? Non. Est-ce que le vaccin empêche d'attraper le Covid? Non. Est-ce que le vaccin empêche d'attraper à nouveau le Covid? Non. Est-ce que le vaccin empêche d'infecter les autres? Non. Est-ce que le vaccin empêche de mourir du Covid? Non. Votre bouquin est un réquisitoire contre le vaccin. Un réquisitoire. Le dernier bastion sur lequel on est, c'est effectivement est-ce que ça protège des formes graves. J'ai envie de dire, j'ai envie de le laisser croire aux gens.
parce que sinon il y a quelque chose de désespérant à s'être fait vacciner. On voit bien les augmentations de décès sur l'année 2021-2022. Vous dites, le vaccin nous fait produire des anticorps périmés face aux nouveaux variants. Ça, c'est clair. C'est clair. Bon, si c'est le cas, je suis incapable d'avoir un avis là-dessus. Mais si c'est tellement évident, pourquoi est-ce qu'on se vaccine à ce moment-là? C'est quoi le but? Alexandra? Oui. Les apprentis sorciers, c'est un thème qu'on utilise beaucoup en Afrique, notamment au Cameroun. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je t'ai écouté avec beaucoup d'attention. C'est d'ailleurs un livre que j'ai commandé, il va arriver d'un instant à l'autre. Les apprentis sorciers. Que veut dire Alexandra? Et c'est un best-seller. J'ai entendu quelques détracteurs qui ont dit « Ah non, cette dame-là, elle veut vendre son livre, elle veut se faire beaucoup d'argent. » Alexandra. Alors à cela, je leur réponds que ça serait possible, sauf que j'ai annoncé très tôt, avant que le livre ne sorte, que tous mes droits d'auteur étaient reversés directement aux associations qui militent en faveur du droit de choisir. Est-ce que je veux me vacciner ou pas me vacciner? Parce qu'il se trouve qu'en France, des médecins, des infirmiers, des pompiers ont été suspendus de leurs fonctions, démis de leurs fonctions, n'ont plus eu le droit de travailler sous prétexte qu'ils refusaient de prendre ce entre guillemets vaccin qui était en fait un produit expérimental qui de fait a démontré son échec, et c'est l'interview que vous venez de montrer, vous avez mis en fait, c'est l'interview à la télévision où où le journaliste reprend le fait que le vaccin n'a servi à rien, c'est-à-dire n'a rempli aucune des fonctions qu'on attendait qu'il remplisse, et en plus a déclenché chez certains soit parfois la mort, soit des effets secondaires graves. Oui. Alors Alexandra, qui sont ces apprentis sorciers? Je pense qu'ils sont dans tous les pays du monde, parce que tous nos gouvernements nous ont confinés, ils nous ont muselés, ils ont imposé les vaccins. Qui sont ces apprentis sorciers? C'est un mot très dur chez nous en Afrique, ça sonne très fort, hein, en Afrique. Oui, dès lors que vous êtes dans une expérimentation où vous faist finalement vous jouez les apprentis sorciers, vous répondez à la définition. Et qui a fait ça? Les laboratoires pharmaceutiques, en mettant un produit, en injectant des milliards de doses d'un produit dont finalement ils n'avaient pas le recul suffisant et sur lequel ils n'avaient pas fait les études suffisantes. Qui sont les apprentis sorciers? Eh bien, c'est nos gouvernements qui finalement ont dit la réponse va être dans un vaccin, alors même qu'on ne savait rien du vaccin et que la seule chose qu'on savait, c'est que ça fait des années qu'on essaye de développer des vaccins contre le coronavirus et que c'est un échec. Qui sont les apprentis sorciers? Eh bien, ça peut être aussi les médecins qui ont injecté un produit dont ils ne savaient rien. Ça peut être les pharmaciens qui ont vendu un produit dont ils ne savaient rien, dont ils n'avaient même pas les ingrédients en détail. Ça peut être aussi les patients qui reçoivent, qui acceptent de recevoir quelque chose dans leur corps. C'est très intime, un corps. On leur injecte quelque chose dans leur corps dont ils ne savent rien. Donc finalement, les apprentis sorciers, c'est un peu un réquisitoire contre toute personne qui ne mesure pas la chance que c'est d'avoir un corps, d'avoir des possibilités de réponse et d'avoir des analyses scientifiques qui soient suffisamment robustes pour que dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, on n'ait pas à rougir de honte. Ce qui est notre cas, ce qui est mon cas, tout ce que j'ai dit depuis 3 ans, je ne peux pas avoir honte car cela n'a pas pris une ride et même à chaque fois ça a été démontré comme les faits ont montré que c'était ce qui s'était passé. Alexandra, un réquisitoire, on a une idée d'un procès. Est-ce que pensez-vous qu'on va traîner ces gens-là? Aujourd'hui, on parle des millions de morts dans le cadre de ces injections hygiéniques. Pensez-vous un jour qu'on pourra traîner ces gouvernants-là devant un tribunal? Est-ce qu'ils pourront être condamnés? Allô, Alexandra?
Oui, je ne sais pas. Je ne suis que scientifique, je ne suis que généticienne, donc je ne suis pas capable de prédire l'avenir. Je ne peux qu'espérer qu'effectivement il y ait une certaine justice. Quand on regarde, et d'ailleurs les apprentis sorciers, le livre, j'en parle, quand on regarde que ces grosses industries pharmaceutiques sont des voyous, enfin plus que des voyous, en fait, à chaque fois, s'ils ont entraîné la mort des gens, il n'y a pas d'autre façon de dire que c'est donc des crimes qu'ils ont perpétués. Et quand ils se faisaient condamner, ils se faisaient condamner avec un délai dans le temps. Oui. Ce qui est ennuyeux parce que du coup, à chaque fois, les gens oublient, passent à autre chose. Et donc, au moment où ils sont condamnés, donc ils sont tous ces laboratoires pharmaceutiques ont été très lourdement condamnés, multirécidivistes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à leur premier coup, et cependant, eh bien, ils continuent et on ne les arrête pas. Donc, vous dire que ça c'est une justice, je ne suis pas sûre. Donc, vous prédire l'avenir, j'en suis incapable. Alexandra, on va encore écouter cet élément de vous. Ça, je peux dire ici, Covid-19, le plus grand Gérard n'est pas loin, Nicole également. Alexandra Arionco, docteur Alexandra Arionco, elle était l'ancienne directrice de l'UNICEN, elle est actuellement la présidente de l'Institut Simplissima à l'île Maurice. Parmi nos invités, d'ailleurs, c'est la personne principale ce soir. Le Covid-19, le plus grand crime contre l'humanité, cette arnaque effroyable en laquelle des millions de gens ont naïvement cru. Révélation des documents de Pfizer sur les faux vaccins. Je crois que pas Naomi, voilà, je crois que c'est ça. On va vous écouter, Alexandra, quelques secondes encore avant de revenir. Allô? S'il y a consensus scientifique, c'est de l'obscurantisme, car le consensus chez nous est preuve d'un refus de progrès et de nouvelles découvertes. On m'oppose le succès en me disant oui, mais des milliards d'individus ont été injectés. Ça, c'est un succès business. Ça, c'est un succès administratif d'avoir forcé des pays à injecter des populations. Ça, c'est un succès. Je vous en prie, un peu de bruit là-bas. Ah. Dont ils ne savent rien. Mais en tout cas, il faut peut-être rappeler à tous nos amis, nous sommes déjà en direct, s'il vous plaît. Allô? Oui, il faut que le docteur Klaus qui vient de nous rejoindre, il faudrait qu'il mette son microphone off parce qu'il ne sait pas qu'il vient de débarquer en pleine émission. Nous sommes en pleine émission déjà, hein? Nous sommes en pleine émission. Le docteur Klaus, il est de quel pays de la Suisse? De Suisse. Ok, d'accord, de Suisse. On continue à écouter dans l'élément avec Alexandra, on y va. De monter au créneau en disant on nous a menti, on nous a fait injecter un produit qu'on nous a dit qu'on maîtrisait et qu'on connaissait depuis longtemps. C'est faux. On nous a menti, on nous a dit que l'ARN messager se dégradait tout de suite. C'est faux. On nous a menti, on nous a dit que l'ARN messager allait rester dans le muscle. C'est faux. On nous a dit qu'on allait injecter que 2 fois ces doses. C'est faux. On nous a dit qu'ils étaient sûrs et efficaces. Ils ne sont ni sûrs ni efficaces. On nous a dit que la phase 3 était terminée. C'est faux. Et donc ces médecins ont le droit et l'obligation déontologique, à partir de ce livre, de dire on nous a menti sur ces injections ARN messager. Donc on sait que les suivantes, ce sera la même chose. En 2030, ils prévoient une batterie de plein d'ARN messagers pour tout un tas de maladies, qu'elles soient infectieuses ou pas infectieuses, ce n'est pas le problème. Et c'est pour cela que j'espère que ce livre va permettre d'avoir les débats que nous n'avons pas eus. Et du coup, je l'espère, d'arrêter, premièrement, d'injecter de l'ARN messager à tout bout de champ. Deuxièmement, de cesser ce chantage odieux d'une vaccination obligatoire déguisée. Mon espoir, c'est aussi que nous réfléchissions ensemble sur comment soigner les victimes. On ne peut pas considérer que ce soit une fatalité. Alexandra, vous êtes là? Oui. Oui, voilà votre élément. Je ne sais pas, c'était au Parlement européen, je ne sais pas. Je pense qu'on est en pleine actualité avec les annonces qui ont été faites par l'OMS pour l'Afrique. Hein. Tout à fait, on va y arriver tout à l'heure.
Mais j'étais intéressé par cette phrase qui est revenue 2 ou 3 fois dans votre bouche. Vous avez dit on nous a menti et que les médecins devraient reconnaître on nous a menti, et une forme de repentance envers les personnes qu'ils ont injectées. Est-ce que les médecins là-bas chez vous en Europe, en France, en Suisse, quelqu'un prend la parole, ont commencé à reconnaître qu'ils ont mal fait, ils ont été trompés, ils ont été roulés dans la farine? Alors, ça dépend des pays en Europe. Il y a eu des réactions différentes. En Allemagne, il y a eu assez précocement le fait que les médecins allemands ont commencé à refuser à plus vouloir injecter. En fait, ils ont vu que il y avait plus d'effets secondaires qu'ils n'imaginaient, et donc ils ont freiné très très précocement, tandis qu'en France, il n'y a pas eu en tout cas, on n'en a pas entendu parler. Je ne crois pas qu'il y ait une phase aussi forte qu'il y a eu en Allemagne. En Allemagne, encore une fois, le ministre de la Santé allemand s'est excusé auprès des victimes des vaccins Covid. En France, on est encore en train de se demander s'il y a eu des effets secondaires. Donc on voit bien que d'un pays à l'autre, on réagit très différemment. Il y a un certain nombre de médecins qui sont tout à fait désolés, qui ont conscience des effets secondaires, qui sont surpris d'ailleurs parce que jamais ils ont vu ça avec les autres vaccins. Ils sont voilà, mais vous dire qu'il y a des excuses publiques qui sont faites encore, non, pas encore. Peut-être qu'ils ont, je ne sais pas, Gérard est là, Gérard Delpine, oncologue, chirurgien, biostaticien. Gérard, vous pouvez réagir par rapport à tout ce qu'Alexandra a dit là? Gérard? Oui, Alexandra dit la vérité telle qu'elle a dit François. Moi, simplement, j'ai plutôt regardé au niveau mondial. Oui. D'après les chiffres de l'OMS, qui dit que c'est formidable que ce vaccin est sûr et efficace. Et au niveau mondial, on voit que avant le vaccin, il y avait eu 10 fois moins de morts qu'après le vaccin. Oui. La période des 10 mois pré-vaccinale a été marquée par 10 fois moins de morts, alors que la période post-vaccinale est 2 fois plus longue. Donc, en gros, par mois, c'est 5 fois plus. Oui. Donc, c'est le peine d'un vaccin qui est dangereux, puisqu'il est supposé faire disparaître la mortalité d'une maladie, et en fait, la mortalité a augmenté de manière considérable. Donc, c'est de la folie. C'est un anti-vaccin. Oui. Et là, ce que j'ai lu, moi, sur les résultats des vaccins contre le palud, c'est un peu la même chose. Parce que dans un des essais qui portait sur à peu près 2000, ils ont remarqué qu'il y avait une apparente protection durant quelques années, sur 223 traités et suivis. Et donc il y avait une apparente protection durant les premières années, mais qui était contrebalancée par un accroissement des palus au-delà de la 5e année. Oui. Donc c'est pas du tout un vaccin efficace. Oui. Il est plus dangereux que le vaccin. Lorsqu'on prend un traitement contre le palu, faites le l'artémisien, vous n'avez pas de sursaut qui vous prédispose au palu dans les années futures. Oui. Alors Gérard, peut-être on va... Plus, il se moque de... Allô Gérard? Oui. Allons-y. Je dis simplement qu'une fois de plus, le même Tedros qui avait juré que le vaccin contre le Covid était efficace et sûr, nous raconte que le vaccin contre la malaria est efficace et sûr. On va y arriver tout à l'heure. C'est le même mensonge, la même théorie. J'aimerais qu'on présente nos autres. Le même Tedros, c'est le patron de l'OMS, hein, le big boss de l'OMS. Tout à fait. Et je crois qu'il sort de litre. Avec ce monsieur. Oui. On va prendre le docteur Klaus qui veut réagir. Je crois qu'il est la Suisse. Après, les autres, chacun va se présenter, s'il vous plaît. Je n'ai pas le nom de tout le monde. Je n'ai pas eu le temps de reprendre le nom de tout le monde. Alors, ça peut être le docteur Gatien Lokossou, avec qui en fait il avait organisé une grande conférence de la Société d'immunologie du Bénin, si je me rappelle bien, oui. au tout début. C'était une des premières conférences scientifiques de la période Covid et qui du coup suit très très bien tout ce qui peut se passer, donc je le laisse se présenter.
Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Alessandra. Comme tu l'as dit, effectivement, notre société fait partie des sociétés d'immunologie en Afrique, ayant organisé une première conférence dans le cadre de la Covid. Et d'ailleurs, tu étais invité avec une très belle présentation. Donc moi-même, je suis Gatien Lokossou, immunologiste. J'enseigne l'immunologie à l'Université d'Abomey Calavi au Bénin. Et je travaille sur la femme enceinte. Je m'intéresse à l'immunité de la femme enceinte et du fœtus et du nouveau-né. Donc, c'est des questions qui m'intéressent beaucoup. Et pendant la Covid, j'étais vraiment étonné de la rapidité avec laquelle on voulait que tout le monde se vaccine, oui, malgré la diversité de la situation. Oui. Ce qui s'est passé en Occident n'avait rien à voir en Afrique. Et par la suite, on a vu très bien qu'il y avait des co-réactivités, qu'il y avait des gens qui n'avaient jamais été exposés au SARS-CoV-2 et qui pourtant avaient des anticorps contre différentes parties. Ces études existent. Ils ont été faits en Afrique, mais également aux États-Unis et en Allemagne. Donc, la rapidité avec laquelle tout a été déployé, tout le monde a été mis au pas, ça m'a vraiment étonné. Et je crois que nous sommes en train d'aller vers la même situation avec ces vaccins contre le paludisme. Alors, docteur Lokossou, Gatien, c'est ça? Oui, je suis content de parler à un Africain comme moi depuis le Bénin. J'ai été au Bénin il y a peut-être une vingtaine d'années aujourd'hui. Plusieurs pays africains avaient reçu de l'argent de l'OMS, je ne sais pas de quelle organisation internationale. Par exemple, M. Chono Cameroun nous a parlé de 210 millions de dollars environ pour appliquer ce que j'appelle aujourd'hui les mesures liberticides. Est-ce que le Bénin a aussi reçu de l'argent de l'OMS, de Bill Gates, pour appliquer ces mesures qui aujourd'hui, on sait qu'elles n'étaient pas efficaces? C'était une pandémie, docteur. C'est clair que ces mesures n'étaient aucunement efficaces. Oui. C'est clair que les mesures n'étaient pas du tout efficaces. Maintenant qu'ils aient reçu de l'argent, je ne peux pas prouver. Cependant, ça fait quand même beaucoup d'argent que le Bénin n'avait pas. Donc cet argent est bien venu de quelque part. Oui. Le Bénin n'avait pas cet argent. Tout ce qu'ils ont dépensé dans les mesures coercitives et autres. Le Bénin n'avait pas ça. Donc l'argent est venu de quelque part. De qui, je ne peux pas vous dire parce que je ne suis pas dans le secret de ces gens-là. Et par rapport à ces mesures, il faut quand même accorder quelque chose aux autorités béninoises. Ils n'ont pas fait le confinement. Ils ont fait ce qu'ils ont appelé... Non, il n'y a pas eu de confinement au Bénin. Mais ils ont fait ce qu'ils ont appelé un cordon sanitaire. Oui. C'est-à-dire que les gens ne pouvaient pas passer d'une ville à une autre, surtout dans les grandes villes. Mais moi, je l'ai appelé un trou sanitaire. Oui. Alors, Alexandra, on continue avec la présentation, Alexandra? Comment? On continue avec la présentation après oui, Gatien. On continue les présentations. Oui. Alors, il faut quand même que vos éditeurs comprennent que là, on a la chance d'avoir un échantillon de compétences de différents pays, oui, et des compétences de pointe. Oui. Donc là, Gatien Lokossou, c'est vraiment une compétence de pointe en immunologie, et qui dit immunologie dit finalement la réaction face à une infection, et donc il est j'ai envie de dire au premier rang de tout ce qui peut se passer dès lors qu'on essaye de traiter ces réactions immunitaires, ces réactions de notre corps qui sont des réactions naturelles, oui, avec des vaccins. Et donc là, lui, il est comme nous tous, dans une révolution, c'est-à-dire que le mot vaccin a changé, le mot immunité a changé, oui, et tout le concept même d'être protégé d'une maladie a changé. C'est-à-dire que dans le temps, en d'autres termes, on pouvait penser que quand on était vacciné contre une maladie, on n'allait pas l'attraper. Eh bien maintenant, ils ont tellement changé les définitions que non, ça finalement, ce n'est pas du tout le but recherché. Le but, c'est juste que vous produisiez des molécules particulières qu'on appelle des anticorps, mais que vous soyez protégé ou non contre la maladie. Mais alors là, vraiment, on n'en a rien à faire. Oui. Donc la science a énormément changé depuis 2 ans, depuis qu'on a changé toutes ces définitions.
Alors, si on continue, pour faire parler tout de suite tout le monde, il y a aussi le docteur Klaus. Klaus, tu m'entends? Vous m'entendez? Oui. Oui, super. Oui, Alors là, on était au Bénin avec Gatien Locossou, en France et à Maurice avec moi, Gérard Delépine et Nicole Delépine en France, et puis là, on arrive en Suisse et en Afrique. Klaus. Oui, alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Klaus. Je suis originaire de l'Autriche, mais je travaille en Suisse. J'ai travaillé aussi pendant plusieurs années en Centrafrique, donc je vais régulièrement en Centrafrique. Ah, pas loin de moi là, pas loin de moi docteur. Je suis au Cameroun, je suis pas loin de la Centrafrique. J'ai pas tellement travaillé à Bangui, mais plutôt en province, oui. Vers les coins Tchad, Cameroun, Centrafrique. Alors peut-être pour revenir à cette question, si les médecins ont reconnu, je parle maintenant pour la Suisse, des effets secondaires et l'échec de ce produit, oui, il y a beaucoup de médecins qui reconnaissent ça, sauf que les sociétés médicales n'ont pas du tout fait des déclarations qu'il y a des effets secondaires. Donc il y a un silence total au niveau des sociétés médicales. Mais il faut comprendre c'est un pays où il y a beaucoup des cantons, on appelle ça des petits pays dans un pays. Alors on a 23 cantons et chaque canton a sa société et s'organise. Mais on n'a eu aucune société médicale en Suisse qui a reconnu des effets secondaires et l'échec de cette campagne. Donc ça reste une situation gravissime à mon avis. Oui. Pourtant, chaque généraliste qui écoute ses patients va voir que ce produit n'a pas du tout fonctionné et que ça faisait effectivement beaucoup d'effets secondaires et beaucoup d'effets secondaires je pense aujourd'hui il y avait des effets secondaires immédiats, d'une part, oui, ça c'est clair. Moi, je me souviens, un après-midi, je gérais un centre d'urgence, j'avais 4 jeunes hommes avec des douleurs thoraciques, avec suspicion de myocardite ou péricardite, donc c'est absolument frappant. Mais il y a beaucoup d'effets secondaires. Les médecins aujourd'hui ne font pas les liens que ça pourrait être la persistance du protéine spike qui a une toxicité sur plusieurs plans. Je pense qu'un des problèmes est simplement parce que beaucoup de médecins ne prennent pas le temps pour lire des papiers, ou ils sont simplement pas accès aux bons articles. Donc il faut être intégré quelque part pour obtenir déjà des articles un peu triés pour ne pas perdre trop de temps, pour comprendre un peu ce qui se passe réellement. Mais il y a tellement de données et articles publiés que on peut rentrer en discussion avec tout le monde qui travaille au niveau des autorités ou qui ne veut pas accepter la vérité. Donc il y a un grand problème avec ce produit mRNA et par rapport à la lutte contre la Covid, mais ce qui m'inquiète beaucoup, c'est quand j'entends qu'il y a maintenant la même approche pour lutter contre le paludisme. Pour moi, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens pour plusieurs raisons. Parce que... Dr. Klaus, on va y arriver. J'aimerais qu'on finisse avec tout le monde. Alexandra, avant de revenir sur le plat du jour, le plat de résistance, on nous annonce déjà... Oui. Donc si je comprends bien, la première partie de l'émission, c'est finalement tirer les conclusions de cette crise inédite pendant 3 ans, de cette crise qu'on a appelée Covid, mais qui était surtout la disparition de beaucoup de nos concepts scientifiques, oui, et une expérimentation massive avec un échec complet et retentissant dans tous les pays massivement vaccinés. Oui. Et la deuxième partie, on s'intéressera à l'actualité qui est oui, tout à fait préoccupante, tout à fait, de l'Afrique, avec des annonces que globalement on a l'impression que l'épisode de 3 ans de cauchemar Covid, l'Afrique va les vivre en faisant une espèce de terreur sur le paludisme. Exactement, exactement.
Donc du coup, dans cette émission, je ne sais pas s'il ne faudrait pas refaire parler Nicole ou Gérard de Lépine. Et puis nous avons aussi la chance d'accueillir à la fois Lynn Turcot, qui s'occupe d'association et d'un orphelinat en Côte d'Ivoire. Elle est présidente d'Améthyste, elle pourra nous en dire un mot. C'est une association qui veut justement avoir la liberté de choix pour les enfants atteints de cancer, de ce que j'en sais, et qui donc représente finalement toute la partie de la société qui va être association de patients, solutions qui peuvent exister, etc., etc. Et puis nous avons aussi, sur un tout autre continent, comme ça tous les continents sont presque représentés, le père Simon Ateba Mbé du Cameroun, et qui est actuellement au Canada, à Montréal. Oui. Et lui aussi, ce sera très intéressant qu'il nous livre son témoignage parce qu'il a assisté à la fin d'une civilisation de liberté du Canada, avec par exemple des messes qui, quand vous n'étiez pas vacciné, vous n'aviez pas le droit de rentrer dans l'église, vous deviez rester dans le froid, et le froid canadien, vous le savez, il est terrifiant, vous ne pouviez pas, vous étiez... voilà, et le délire de répression et de chasse aux sorcières qu'il y a eu au Canada est aussi tout à fait intéressant. Et donc avoir cette double culture venant du Cameroun, de voir le pays des libertés, le pays du Canada, et de voir un petit peu le désastre dans lequel c'est tombé, je pense que c'est encore une fois un profil très complet de cette émission ce soir. Alors on va écouter. Oui. On va écouter. Je laisse parler qui veut. Oui. On va écouter Lynn et le père Simon Ateba en quelques minutes avant de revenir sur notre place d'existence. Qui prend la parole? Qui prend la parole? Allô? Allô, oui. Lynn? Oui. Oui, allô, c'est Lynn. Oui. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui. Oui, voilà. Donc en fait, moi, ce que en tant que présidente améthyste et ayant la gestion d'un orphelinat en Côte d'Ivoire, je peux témoigner de plusieurs choses. D'abord, en ce qui concerne le Covid, effectivement, ils ont essayé de venir dans l'orphelinat, ils ont essayé de force de vacciner contre le Covid nos enfants et le village. On s'est bien battu, on est arrivé à ce que personne ne soit vacciné. Aujourd'hui, avec du recul, tout le monde se dit merci parce que tout le monde va très bien, alors que dans le reste du pays, dans les endroits où ils ont accepté les vaccins aujourd'hui, ont des effets secondaires graves. J'ai même eu encore 2 décès parmi des gens que je connaissais très bien. Enfin, ça c'est une chose. Et donc, pour parler de l'artémisia, ce qui est très drôle, c'est que pendant le Covid, justement, lorsque les gens avaient ce qu'ils appelaient le Covid, qui est une maladie qui existait déjà avant, mais on a inventé un nouveau nom, qui n'est ni plus ni moins, je pense, qu'une grippe ou voilà, bref. Lorsqu'on prenait de l'artémisia, on s'est rendu compte que ça soignait aussi, ce qui est très drôle. Donc on s'est rapproché aussi de Marseille avec différents médecins qui travaillaient sur les maladies dites africaines et le Covid, et on se rendait compte qu'en fait on arrivait à soigner la même chose avec l'artémisia. Donc c'est vrai que nous, pendant 3 années de ce qu'ils appellent Covid, nous avons bu beaucoup d'artémisia, personne n'a été malade. Et au niveau de l'orphelinat, évidemment, depuis que nous avons l'artémisia, il y a 5 ans que j'ai fait installer ça, dans le village, il n'y a plus de palu dans mon village. Voilà. C'est une chose très importante. Donc je ne vois pas pourquoi on irait sortir un vaccin. Je ne vois pas. Je sais pas, en fait, moi ce que j'aimerais, c'est il serait peut-être possible de faire des examens sur leur pipette et voir ce qu'ils ont exactement mis dedans. Parce que je sens le coup de Trafalgar encore un de plus. Et j'imagine. De toute façon, il n'est pas possible, je crois. Je discutais pour moi avec Lucie Cornet-Dernier il n'y a pas longtemps. Il n'est pas possible de faire un vaccin anti-palu. Je crois que ça n'est pas possible. Nous allons aller dans le fond du sujet. Est-ce qu'on peut écouter maintenant, Alexandra, est-ce qu'on peut écouter
Père Simon Ateba, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'on peut l'écouter? Que j'ai eu la chance de rencontrer au Canada récemment. Je ne sais pas s'il est encore avec nous, parce que ça doit durer longtemps. Il est parti? Est-ce que vous êtes là, mon père? Oui. Tu es là. Cool. Oui. Alors, voilà. Moi, je suis Simon Ateba, du Cameroun. Je suis en mission d'évangélisation au Canada pour le moment. Et je suis théologien. J'ai un titre de docteur en théologie spirituelle à l'université, l'Institut pontifical de spiritualité et d'anthropologie, Rome. Et donc, ma vision est celle de l'Église catholique romaine. Et puis, j'ai une très grande référence à l'encyclique de Saint Jean-Paul II sur l'évangile de la vie. Parce que l'évangile de la vie traite toutes ces problématiques-là. Et donc, nous mettons en garde contre tous ces faux vaccins et tous ces... ils s'appellent les autres complotistes, mais je crois que c'est Jean-Paul II qui traite plutôt ceux qui font ces manigances-là de complot. Et alors, c'est ma grande référence, l'évangile de la vie. Et puis, j'ai eu la chance et la grâce de rencontrer Alexandra sur les réseaux sociaux aussi, sur YouTube, là, où j'ai apprécié son discours. Et aussitôt, j'ai demandé s'il peut être en contact avec elle, elle a accepté. Et là, donc, depuis là, tous ces discours sont pour moi vraiment une très grande lumière, Et j'apprécie tous ces discours et je les mets en valeur. Et voilà, quand je suis dans la même ligne que ce que j'ai suivi avec les autres. Merci. Parce que ce qui nous étonne, c'est la pression sociale. Oui. On sait que le domaine de la santé, c'est les libertés. La personne lui-même choisit son statut, sa vie. Et quand on commence à imposer d'injecter les liquides dans le corps de quelqu'un, comme tu dis Alexandre tout à l'heure, là, le corps, c'est un lieu intime, quoi. Donc là, c'est ça où commence le doute. Que c'est pas vrai ce qu'ils sont en train de vouloir imposer. Et puis cette pression sociale. Moi, j'ai vu ici au Canada quelqu'un qui m'a dit, au départ, je ne voulais pas me faire vacciner, mais c'est cette pression sociale. On a tellement pressé que bon, j'étais obligé de me vacciner. Voilà, quelqu'un qui le disait il n'y a pas longtemps. Et puis, bon, quand on regarde les ingrédients, et par exemple pour les vaccins en cours, parce que c'est encore en cours ici. Encore, on continue à injecter les gens. Mais on voit très bien que ces vaccins-là ne sont pas, ces ingrédients ne sont pas catholiques dans le sens où ce n'est pas acceptable, ce n'est pas au nom du progrès de la science qu'on peut se mettre à inoculer tout le monde sans résistance, sans réserve. C'est ça qui me met encore de plus en plus en doute. Et maintenant, là, c'est Alexandre qui m'a fait aussi part qu'il y a déjà un programme de vaccination contre le paludisme en Afrique. Et évidemment, je trouve ça aussi très, très suspect. Je trouve ça très suspect, là. Et donc, je crois qu'il faut seulement continuer la lutte. Hein. On va continuer. Qui n'a pas encore pris la parole? Nicole? Confiance aux intellectuels africains, l'intelligence africaine, l'élite intellectuelle africaine, vraiment, j'ai déjà suivi quelques discours dans ce sens-là, je l'apprécie, et que vraiment que l'intelligence africaine vraiment se mette au point pour refuter toutes ces manigances-là contre la vie, contre l'humanité. Tout à fait. Et qui n'a pas pris la parole parce qu'on va aborder maintenant notre plat de résistance. Alexandra, Nicole n'a encore rien dit. Nicole, c'est à Paris. Allô, Nicole?
Je pense que justement, elle peut faire une transition absolument magnifique qui a été servie sur un plateau par le père Simon à Tebampe, oui. Sur finalement le côté financier qu'il y a derrière tout cela. Qui explique aussi beaucoup de ce forçage qu'on voit. Donc, Nicole, ça serait super si tu as accès un petit peu, parce que ça fait un espèce de pivot entre ce qui s'est passé effectivement ces 3 dernières années et ce qui a l'air d'être annoncé là en Afrique. Oui, effectivement, de toute façon, Nicole, excuse-moi. Il est clair que tout ça est sous-tendu par du commerce, c'est pas par la santé. Et bon, évidemment, le commerce sous-tendu par lui-même par la corruption, mais surtout, on a quand même vraiment l'impression que la santé des enfants et des adultes, d'ailleurs, n'est absolument pas concernée, puisque Lynn l'a magistralement démontré avec l'Artemisia, on n'a aucun problème pour le paludisme, et on va vouloir injecter à 12 millions de gamins d'abord, puis d'autres après, des substances qui n'ont pas été testées, qui ont eu des essais thérapeutiques quasiment bidons sur 3 mois, ce qui évidemment n'est pas sérieux, et sur un nombre très réduit d'enfants. Donc manifestement, le problème de la santé réelle des patients, enfin des individus n'est pas en cause. Et qu'est-ce qui peut motiver tout ça, si ce n'est effectivement la corruption et le commerce, quoi. Tu veux rajouter quelque chose ? Depuis toujours, les entreprises pharmaceutiques ont constaté qu'il ne fallait pas traiter les seuls malades. Oui. Parce que les malades et les médicaments, c'est dramatique quand on va en médicament. Ou bien le médicament guérit le malade, et le malade n'est plus malade et ne prend plus le médicament. Ou bien le médicament ne guérit pas le malade, et le malade meurt, et le malade ne prend plus le médicament. Donc ils ont très vite compris que traiter les malades n'était qu'un marché extrêmement réduit. Oui. Il vaut mieux traiter les gens bien portants. Et c'est le mieux, le must, c'est effectivement les traitements préventifs. C'est ce qu'ils essaient d'imposer partout, dans tous les problèmes. Alors pour l'infectieux, c'est formidable. Ils ont surfé sur le succès du vaccin contre la variole en disant tous les vaccins sont formidables, vont faire disparaître toutes les maladies, ce qui est un mensonge absolu. Oui. Et là, lorsqu'un vaccin, on dit vacciner contre la polio, c'est un scandale, puisqu'il suffirait de donner l'eau potable aux Africains, il n'y aurait plus de polio, il n'y aurait plus besoin d'avoir des vaccins. Oui. Dans tous les pays qui ont accès à l'eau potable, il ne peut pas y avoir d'épidémie de polio, comme il ne peut pas y avoir d'épidémie de typhoïde, comme il ne peut pas y avoir d'épidémie de choléra. Là, actuellement, il y a un choléra très grave dans un pays en guerre, parce qu'ils n'ont plus d'eau potable. Donc vraiment, les vaccins ont un énorme avantage parce qu'on peut en plus les rendre obligatoires. Et quel est l'idéal d'un marchand? C'est de pouvoir traiter de force toute une population. Oui. C'est le marché idéal. Et en plus, comme c'est obligatoire, ils ont des accords avec les gouvernements pour ne pas être responsables des effets secondaires. Puisque si le vaccin est obligatoire, c'est le gouvernement qui est responsable et qui est censé un petit peu indemniser. Bon, mais on pourra quand même rappeler que toutes ces évidences sur le commerce et traiter les malades pas malades, c'est quand même le docteur Nock qui l'avait rappelé bien avant nous tous. Nous allons juste rappeler aux auditeurs, vous écoutez la RBR 89.5 RBR, je crois que nous sommes également sur Facebook. Ces émissions seront rediffusées pendant toute la semaine jusqu'à la semaine prochaine. Nous avons des invités depuis plusieurs pays. L'Europe, nous avons suivi tout à l'heure le père Simon du côté du Canada. Nous allons aborder maintenant cette annonce qui a été faite par Gavi il y a quelques mois. Nous avons l'impression qu'elle est déjà en application. Gavi annonçait dans les semaines à venir, dans les mois à venir, la vaccination contre le paludisme qui devait concerner 12 pays subsahariens, je crois du Sénégal en passant par le Cameroun, la Somalie, et annonçait à cet effet qu'ils avaient donné une subvention de 150 millions de dollars. Tout à l'heure, je disais encore un autre document de Bill Gates qui annonçait les vaccins contre la tuberculose. Les Africains et les Asiatiques devaient servir comme cobayes et ils mettaient dans la poche 400 millions de dollars, ça fait autour de 210 milliards de francs CFA. Chers invités, avant de continuer, je vous permets de souffler un peu. Tout à l'heure, quand j'ai eu Alexandra, elle a eu cette annonce, cette nouvelle-là, elle a versé les larmes pour l'Afrique, elle a pleuré, moi également j'ai pleuré. Pourquoi nos dirigeants vont continuer à accepter des vaccins ou si vous
voulez nous servir, qui font de nous des cobayes? Pourquoi jusqu'où l'Afrique a été esclavagisée 400 ans environ après la colonisation? Maintenant on nous parle des vaccins contre le choléra, vaccins contre le paludisme. Il faut toujours mettre l'argent en jeu. Est-ce qu'il faut pleurer pour l'Afrique? Je vous permets d'écouter un musicien, chers invités, pour souffler un peu. Il pleure justement pour l'Afrique. Aïe Africa, liberté, on va revenir ici en studio. Gardez l'écoute, n'est-ce pas? Yann, est-ce qu'on peut écouter ce musicien africain avec nos auditeurs, nos amis, nos invités? Volume. Africa, oh dipanda. Africa, oh liberté. Oh kata toni pasi, soki nakati, poteka pasi. Na pasi oyo ya boye. Kai na bana mawa na kokate. Basusu oyo na bonaka bawela bokonzi pena babwatilio. Bavoti tango ekomaka kai na komi moto ona bango. Na komi tuna mondele akende lipanda totuaka goya nani ye Afrika Africa, oh dipanda. Franklin Bokaka pleurant pour l'Afrique, il se disait qu'après le départ des colons, les choses allaient changer, l'Afrique allait être véritablement indépendante. Malheureusement, il a l'impression que depuis le départ des Blancs, entre guillemets, les choses n'ont pas changé. Chers invités, j'avais ici il y a quelques jours la présidente de Children Health Defense d'Afrique du Sud, Madame Shabnan Palissa Mohamed, qui nous a dit, je ne sais pas, quelqu'un va prendre la parole, qui nous a dit que le Covid n'ayant pas eu un grand effet sur les Africains, il n'y a pas eu beaucoup de morts, beaucoup d'Africains ont refusé des vaccins. Maintenant, la méthode par laquelle l'OMS passe avec son patron Bill Gates, c'est pas les vaccins contre le paludisme. Avec Gavi, nous venons de le voir, plusieurs pays africains déjà sont en train d'imposer les vaccins contre le paludisme, les vaccins contre le choléra à la population. Qui va prendre la parole? Aïe Africa, est-ce que nous allons être libres? Certains pays ont donné leur souveraineté à l'OMS en cas de pour la déclaration des pandémies. J'espère que vous me suivez très bien. Moi, je veux bien dire un petit mot. Je pense que d'abord, on pleure pour les enfants africains, évidemment. Et puis pour les Africains en général, pour pas seulement les enfants. Oui. Et puis pour tous les enfants du monde, parce que les vaccins obligatoires, évidemment, c'est une vraie tragédie quand même. Donc c'est un combat qui devrait être mondial. Oui. Et moi, je pense quand même qu'en France, comme en Afrique, ça dépend quand même de nous. Bon, nous, en France, actuellement, on est dans une situation extrêmement difficile, mais qui dépend quand même des Français. Oui. Comme au gouvernement qui accepte l'OMS, c'est ceux qui acceptent l'OMS. Les autres, ils sont restés libres. Je pense à Madagascar en particulier, par exemple, qui a utilisé l'artémisia et qui a refusé formellement les vaccins Covid. Je pense que c'est finalement la fermeté des gouvernements africains qui pourra faire la différence, et que cette fermeté des gouvernements africains, elle doit être obtenue par les peuples africains, comme le peuple français doit obtenir de se libérer de la dictature qui se met quand même en place. Je pense que c'est quand même à nous les peuples, quoi. Je veux dire, de réagir, et merci à Franklin et tous ceux qui font des émissions comme ça pour réveiller les peuples, parce qu'il n'y a pas d'impossibilité de se débarrasser de l'OMS. Je veux dire, il n'y a pas d'impossibilité théorique, il faut une volonté politique.
Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres. Allô? J'entends plus personne. Alors oui. Je peux prendre la parole? Oui. Oui, et donc je remercie encore, je crois que c'est Franklin. Oui. Et je remercie particulièrement Alessandra pour m'avoir invité. Et pour revenir très rapidement et ensuite enchaîner sur le palu, la Covid, évidemment, c'est une catastrophe, c'est un leurre où on a mélangé tout. Tout le monde est devenu spécialiste d'immunologie, tout le monde est devenu médecin. C'était une catastrophe. Et la grosse crainte que moi j'ai depuis cette crise Covid, depuis 3 ans, c'est que les médecins ont perdu le pouvoir de soigner. Et ils ne se sont pas rendus compte. Les médecins ne se rendent pas compte qu'on leur a arraché le pouvoir de soigner. Et ça, c'est très, très grave. Oui. Ils vont être remplacés par des algorithmes, certes, mais ils sont en train de perdre le pouvoir de soigner. Et c'est ça qui nous conduit encore avec le palu. Si jamais on arrive à une situation où on rend ça obligatoire, alors c'est fini. Parce que ce qui a permis de réduire la mortalité contre le paludisme depuis 30 ans, c'est la prise en charge, c'est les mesures préventives, c'est le moustiquaire. Oui. C'est le moustiquaire qu'on a utilisé. Donc, on ne peut pas venir aujourd'hui maintenant pour rendre obligatoire quelque chose qui n'est pas efficace. J'espère vraiment qu'ils ne vont pas nous faire le coup de la Covid avec le paludisme. J'espère. Mais ce n'est pas exclu. C'est pas exclu. Quand on connaît l'ambition financière de ces personnes, quand on connaît la corruption qu'il y a aujourd'hui dans le monde de la recherche, dans le monde de la santé, ce n'est pas exclu. Le vaccin RTS AS01 qui est promu maintenant, son efficacité, tout le monde connaît l'efficacité. C'est autour de 56%. C'est 56%. Et les études, comme l'a dit le docteur Delépine tout à l'heure, les études montrent qu'après 5, 6 ans, 7 ans, l'immunité diminue complètement. L'immunité diminue complètement. Et parfois, ça tourne au négatif. Donc ça, c'est des données qui sont publiées. Il y a même un article qui a été publié qui est contre, qui montre la réalité des choses, qui montre 4%, 16%. Et je ne sais pas comment ils ont fait. L'article a disparu, l'article a été rétracté. Ça a été publié dans le Lancet. Donc, il y a un problème aujourd'hui dans le domaine de la science. On ne peut plus contredire. Et ça, c'est très grave si on ne peut pas contredire. Parce que les connaissances sont actualisées, nous avons des outils pour aller de l'avant, et donc on peut contredire ce qui a été vu, ce qui a été dit. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Pendant la Covid, toutes les personnes qui se sont levées pour dire non, ça ne marche pas comme ça, on a été traités de complotistes. Ah oui? Aujourd'hui, tout s'est montré vrai. Tout ce que nous avons dit s'est montré vrai. Donc, il faudrait vraiment que les gens soient conscients de ce lobby pharmaceutique, de ce lobby financier qui n'a rien à voir avec la santé. Big Pharma n'a rien à voir avec la santé. Big Pharma fait du business. C'est un des Big Pharma dans les années 80 qui a dit aujourd'hui, nous vendons des médicaments pour les gens qui sont malades. Le jour où nous arriverons à vendre des médicaments pour les gens qui ne sont pas malades, on se fera beaucoup d'argent. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. Ah bon? Nous disent ça. C'est le principe même d'un vaccin, effectivement, c'est que c'est finalement pour des personnes qui ne sont pas malades. Je crois que Klaus nous a fait l'amitié de revenir. Peut-être on peut le faire parler parce qu'après je crois qu'il est limité dans le temps. Ok, d'accord, on l'écoute. Nous l'écoutons. Allô, Klaus? Docteur Klaus? Oui, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Oui, alors par rapport au paludisme, dans un pays comme la République centrafricaine, vu que je connais la réalité, j'ai travaillé en province, oui, dans des conditions qui sont très différentes de l'Occident, sans électricité, avec très peu de ressources. Je peux vous dire qu'une campagne de vaccination, déjà tout ce qui se passe hors de la capitale, vous ne pouvez pas mettre en place, ça ne fonctionne pas. Oui. Pour plein de raisons. Pour des raisons de sécurité,
un pays tellement instable, vous aurez toujours la peur de tomber sur des coupeurs de route ou aujourd'hui encore même d'autres problèmes. Donc, de problèmes de route, vous faites un déplacement des Bangui jusqu'à la région de Wakaga où il y avait les rebelles qui ont démarré la dernière rébellion en 2012-13. Ça fait 1300 km. Il faut 3 semaines pour y aller en voiture. Oui. Donc vous avez un système de transport qui ne fonctionne pas. Vous n'avez pas d'électricité, donc vous n'avez pas de chaîne de froid. Donc, déjà, la vaccination normale ne fonctionne pas. Et je vais juste, tout récemment, j'ai eu l'occasion de participer à un table rond en Chine. J'avais l'occasion de parler avec le chef du Center of Disease Control of China, le chef d'AstraZeneca, un professionnel de Macao. Et le chef d'AstraZeneca a dit, mais nous, on a appris tellement de choses sur le système de santé des pays, dans le monde entier, aussi des pays africains, qu'on ne s'est jamais rendu compte de la complexité de la mise en place des stratégies de santé publique. C'est dans ce cas-là, ces fameux produits mRNA. Donc, il a dit lui-même. Il a admis lui-même. Donc, je dois dire, quand on parle de l'Afrique, des pays en voie de développement avec très peu d'infrastructures, il faut se poser la question, qu'est-ce qui est faisable? Qu'est-ce qui est faisable? Et ce que nous, on pense qu'on peut faire ici, ou ce qui marche à peine ici dans l'Occident, marche malheureusement souvent pas du tout dans certaines régions du monde. Donc, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Cependant, ce que tu dis, si jamais le produit était bon, ce serait un problème. Mais le produit n'étant pas bon, c'est plutôt des bonnes nouvelles que je vous annonce que c'est pas jouable. Il y a notre ligne Turco qui n'a plus de batterie et qui doit aussi m'écouter. Et cette ligne peut intervenir que son expérience est vraiment fondamentale. Pour l'Afrique, parce que ça me tient beaucoup à cœur. Oui. J'adore l'Afrique. Je suis devenu médecin en Afrique parce que j'ai vu beaucoup de patients, tous les jours beaucoup de patients. C'est important pour nous qu'on travaille avec les patients tous les jours. C'est la différence par rapport à l'Occident. On voit quelques-uns et en Afrique on voit beaucoup. Mais l'Afrique et les pays qui n'ont pas d'infrastructure, ils ont besoin des approches simples, sûres, comme l'Artémisia, efficaces et bon marché. Oui. C'est ça ce que l'Afrique. Qui prend la parole? Dans cette catégorie. La quinine sulfate. L'artémisia est une solution simple qui ne coûte rien, Lynn. Bien sûr, il suffit, nous ce qu'on fait avec la maison d'Artémisia, c'est qu'on se bat pour que chaque personne puisse avoir au moins un plant d'Artémisia dans son jardin. On peut le prendre soit séché, soit même frais. Il suffit d'en prendre un coupé, de faire sa tisane. Moi, on a sauvé un nombre de gens incroyable, c'est-à-dire qu'on croise des gens, tiens, mon fils a un palu, bah écoute, tiens, prends de l'Artémisia, va, hop, et le gamin se sort l'affaire tout de suite. L'Artémisia, c'est vraiment une solution pour le palu en Afrique et pour les gens qui vivent en Afrique, parce que évidemment si on part en vacances, moi je l'utilise parce que j'y ai vécu ma vie, donc effectivement je prends de l'Artémisia lorsque j'y vais et j'ai aucun problème, je n'ai jamais chauffe plus de palu. Après je crois que lorsqu'on vient de France, qu'on n'a jamais été en Afrique, il faut peut-être prendre quelque chose en plus, je ne sais pas, peut-être de la quinine, en tous les cas l'Artémisia pour les Africains, pour les gens qui vivent en Afrique, c'est une vraie solution. Il faut vraiment y aller. Ça coûte rien. Même si vous n'avez pas de place dans votre jardin, vous n'avez pas de jardin. La maison d'Artémisia a mis des petits sachets en place, on les vend dans les pharmacies, on les vend. Et puis on a créé un site énorme de l'Artémisia, la maison d'Artémisia sur tous les territoires africains. Et chaque personne rentre en contact avec quelqu'un qui a de l'Artémisia à côté de chez lui, qui connaît quelqu'un. Et tout le monde s'en distribue. C'est vraiment quelque chose qui marche. Il faut y aller à fond, moi je pense. Oui, qui prend la parole ou peut-être je vous permets d'écouter ce petit reportage d'une minute seulement de la Voix de l'Amérique. Le technicien va mettre le volume annonçant cette campagne de vaccination contre le paludisme dans une dizaine de pays africains. Est-ce qu'on peut écouter l'élément?
Environ 18 millions de doses du premier vaccin contre le paludisme seront livrées à 12 pays africains d'ici 2025. C'est ce qu'ont déclaré mercredi l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF et l'Alliance du vaccin dans un communiqué. Les détails avec Nani Talani. Outre les 3 pays tests, le Ghana, le Kenya et le Malawi, qui vont continuer à recevoir les doses, 9 autres pays vont recevoir ces vaccins, dont le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la RDC, le Libéria, le Niger, la Sierra Leone et l'Ouganda. Près de 30 pays africains ont déclaré vouloir recevoir ces doses. Les premiers vaccins devraient arriver fin 2023 et être déployés début 2024. Le paludisme reste l'une des maladies les plus meurtrières en Afrique, tuant chaque année près d'un demi-million d'enfants de moins de 5 ans, selon Tedros Adhanom Ghebreyesus, patron de l'OMS. Le vaccin Mosquirix, mis au point par une société pharmaceutique britannique, a déjà été administré à plus de 1,5 million d'enfants au Ghana, au Kenya et au Malawi. Il s'est avéré sûr et efficace, entraînant une réduction substantielle des cas graves de paludisme et une diminution du nombre de décès d'enfants, a déclaré M. Tedros. D'après lui, un deuxième vaccin anti-palu, développé par l'Université d'Oxford et produit par un institut indien, est en cours d'examen pour la préqualification par l'OMS. En 2021, 96% des décès dus au paludisme dans le monde sont survenus en Afrique. Merci Yann. Merci Yann. 3 pays ont servi de cobaye. Les autres vont suivre, parmi lesquels mon propre pays, le Cameroun. Réaction, Alexandra, Klaus, Gérard Delpine. Alors, moi je veux bien réagir parce qu'en fait, je dois vous laisser aussi. Alors, Klaus est parti, il avait encore une séance de consultation. Voilà, je crois que l'annonce est clairement donnée. On voit bien qu'on est à nouveau sur un produit qui n'a pas fait ses preuves, parce que quand on dit 56% d'efficacité, et quand on parle, j'ai envie de dire, quel que soit le pourcentage, quand on parle d'une efficacité maintenant avec un vaccin, cela ne correspond pas à ce que les gens ont en tête. Si je vous dis que je vous mets une crème et qu'elle est efficace, je sais pas moi, 56% pour pas que vous perdiez vos cheveux, normalement vous allez être intéressé. Maintenant, si je vous dis que c'est une crème à 56% pour faire une réaction qui vous fait produire une molécule à la racine de vos cheveux, et que là on a 56% d'efficacité, mais qu'on n'a aucune idée entre la production de la molécule et la perte de vos cheveux, personne ne va vouloir de ma crème. Et en fait, les vaccins, c'est exactement ça qui se passe. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est parti sur finalement un mensonge. On dit efficacité, tout le monde se dit alors ça doit être bien. Mais non, ça n'est pas bien du tout, parce qu'en fait, ça ne correspond absolument pas à la protection par rapport à la malaria. Oui. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est sûr. Est-ce que ces vaccins sont sûrs? Il se trouve que lorsqu'on a vraiment discuté avec les uns, les autres, avec les quelques-uns qui se sont... Enfin, il n'y a que 2 scientifiques qui se sont opposés à mon livre, notamment. Et en fait, ils disaient, mais avoir des effets secondaires, c'est normal, c'est quelque chose auquel on s'attend, genre c'est pas grave. Eh bien si, c'est grave d'avoir des effets secondaires, parce qu'en fait, d'abord c'est des effets secondaires graves, et ces effets secondaires, ça peut être aussi, par exemple, un problème de fertilité, oui, qu'on ne détectera que dans longtemps. Oui. Ça peut être des cancers. Nous en France, qu'est-ce qu'on voit actuellement? On voit un excès de mortalité des jeunes. Oui. Les jeunes, d'habitude, ça ne meurt pas. Oui. Les jeunes, c'est la seule partie, démographiquement, c'est la seule tranche d'âge
qui ne meurent pas que s'il y a une guerre. Oui. Mais ils ne meurent pas à cause d'infections. Donc là, si on a des excès de mortalité de jeunes, ça doit nous alerter. Et ça nous alerte. Et sauf que la seule raison qu'on puisse mettre comme possibilité d'explication, c'est le vaccin. Oui. Et personne ne le met. Les fausses couches. Pareil, explosion de fausses couches. J'invite les auditeurs à regarder sur Internet ce que je dis. Tout cela est vrai. Explosion de femmes qui meurent pendant post-accouchement. Ça n'existait plus dans nos pays. Aux États-Unis, là, ils sont complètement catastrophés. Ils ont une explosion. Explosion de cancers, de différents types de cancers, avec des cancers extrêmement rapides. Eh bien, tout cela arrive depuis, en gros, le début de la campagne de vaccination. Donc, on va dire 2020, l'explosion véritablement, c'est 2022. Et en 2023, ça se passe pas bien. Donc, on a quand même des alertes colossales. Et donc, on comprend que si les expériences qui sont faites sur ce vaccin paludisme, c'est du même niveau. Oui. Oui. Voilà. Une chose, quand même, c'est de donner un peu d'optimisme aux Africains. Lors de la crise du Covid, nous autres colonialistes anciens, français, américains et tout, on s'est vaccinés tous. Soumis. On était soumis comme des esclaves. Oui. Et on en prend maintenant les conséquences. Oui. En Afrique, il y a une pression très forte des laboratoires pour essayer de vendre leurs vaccins qu'ils voulaient faire payer par les autres, puisque ces foutus pays africains n'étaient pas assez riches. Heureusement, la richesse a sauvé l'Afrique. Oui. Et oui, parce que comme vous étiez pauvre, vous ne pouviez pas acheter les vaccins, et effectivement, les Africains ont été vaccinés à 10%. C'est ce que j'appelle la sagesse africaine. Oui. Qui devrait nous faire réfléchir, nous autres occidentaux. Oui. Donc, le problème est un problème de démocratie. Vous avez été libéré de l'esclavage, il faut avoir une démocratie qui soit meilleure que celle que nous avons, nous, en France, actuellement. Oui. Et pour ça, il faut effectivement lutter contre la corruption. Si vous réussissez à obtenir un peu plus de démocratie et beaucoup moins de corruption, il n'y aura pas de vaccin en Afrique. Merci beaucoup. Donc, soyez optimistes. Vous avez gagné sur le Covid, vous gagnerez aussi contre le vaccin pollu. J'espère que nos dirigeants vont comprendre cela. Oui. Lynn, c'est Lynn. Et pas contre le vaccin paludisme, qui n'y a pas plus de raison d'être, puisqu'il y a autre chose. Là aussi, il y a des traitements précoces, ou en tout cas continus, qui permettent d'éradiquer le palu, simple, pas cher, comme l'a expliqué Lynn. Et il n'y a aucune raison de faire cette injection, puisque elles ne sont pas expérimentées du tout. Hein, c'est bien ça qu'il faut arriver à dire, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont dire bah, c'est quand même mieux, machin, pour leur expliquer que comme le vaccin Covid dont Alexandra a expliqué toutes les choses qui arrivent et qui sont absolument épouvantables, il n'y a pas d'expérimentation sur le vaccin palu qu'on veut vous proposer, et donc il faut le refuser absolument en disant on verra bien dans 5 ans quand ils auront fait les expériences des vrais essais, mais pour l'instant on ne veut pas en entendre parler. Je pense que c'est peut-être quand même un argument que les gens peuvent entendre, parce que si on leur dit un vaccin, ils vont dire ouais c'est bien. On veut dire c'est pas un vaccin, pour l'instant c'est une expérimentation. Et si vous n'avez pas envie d'être cobaye, vous n'avez pas eu envie pour le Covid, et c'est parfait, c'était très bien, eh bien soyez pareil pour le palu. Ne vous laissez pas embarquer par ces marchands corrompus qui corrompent un certain nombre de gouvernements, pas tous, puisque quand même il y a plein de pays africains qui ont refusé. Donc ça nous a tous remonté le moral de voir les pays africains refuser. L'avenir de l'homme, il est peut-être venu d'Afrique, mais il va y retourner, sûrement. J'espère qu'ils vont refuser ces vaccins-là. Un dernier mot, Lynn est encore là. Le père Simon est encore là pour un dernier mot. Lynn est partie parce qu'elle avait plus de batterie, et puis pareil, elle était au travail. Il reste le docteur Gatien Lokossou et le père Simon à Tekebambe. Et puis j'aimerais juste te dire effectivement par rapport à ce que
le docteur Nicole de Lépine vient de dire, c'est que on a souvent entendu en France le Covid, c'est la maladie des Blancs. Et finalement, en guise de la maladie des Blancs, petit à petit, on s'est rendu compte que c'était une grippe. Et les gens, les courants pratiques. On a difficulté encore. Il y a quelqu'un qui ouvre son micro. On a difficulté à entendre Alexandra, s'il vous plaît. On entend à peine Alexandra. Allô? Allô? Ouais. Qui prend la... Allô? Allons-y. Ouais. Et puis surtout, on a commencé à découvrir que le Covid-19 circulait depuis déjà toute l'année 2019, toute l'année 2020. Donc quand on nous a déclaré, quand l'OMS nous déclare la pandémie en 2020, ça fait plus d'1 an que le virus a circulé et maintenant on a différentes preuves, que ce soit chez des anciens patients ou que ce soit dans les eaux les eaux usées où on était capable aussi de le détecter. Donc on voit bien que on a eu un narratif, on nous a raconté des histoires et il faut faire attention à lorsqu'on vous raconte des histoires et on veut vous faire peur. La première étape pour réussir à vous soumettre, c'est de vous faire peur. Oui. Et c'est pour ça que l'intervention de Nicole et Gérard de Lépine, des docteurs de Lépine, est absolument essentielle et elle est vraiment dans la déontologie de leur essence même de médecin, oui. C'est qu'il ne faut pas avoir peur. Oui. Si vous avez peur, ils gagnent parce que vous réfléchissez plus intelligemment, vous prenez des mauvaises décisions et là, c'est vraiment pas une bonne idée. Oui. J'espère que nos frères, les Africains seront courageux pour dire non, j'espère. Nous avons vécu comme ça, avec l'Artemisa et autres. Un dernier mot de qui là, Alexandra, qui va prendre la parole. 2 dernières personnes où on va sortir. Oui, docteur Gatien Locostou. Oui, une fois encore, je remercie Alessandra et Franklin, je vous remercie tous. Il faudrait savoir une chose. La peur tue et la peur fait vendre. Oui. Il faut méditer là-dessus. La peur tue. Et la peur fait vendre, oui. Voilà, merci beaucoup. Merci. Si ça peut être le titre de cette émission, Franklin, ça serait magnifique. La peur tue et la peur fait vendre. Je crois que la synthèse est admirable. Elle est admirable, c'est ce qu'on va faire, Alexandra. C'est donc avec ces paroles qu'on va... Et si le père Simon Atebambe peut faire une petite conclusion sur la peur, ce sera... Allons-y, oui, nous l'écoutons. Oui, moi, en tant que théologien et prêtre, je réitérer ce mot, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je remercie vraiment Alexandra qui m'a associé à ce groupe. Qui ont donné leur avis, parce que ça va tout droit dans mon sens. Bon, je ne vais pas parler de peur, mais c'est cette inquiétude comme on parle des vaccins, du paludisme et l'Afrique, que les Africains soient intimidés ou bien manipulés par ce contexte de vaccin. On sait très bien que ça ne nous amène nulle part. Donc je vais réitérer ce que j'ai dit au départ, que je compte beaucoup sur les intellectuels africains, sur les mythes africaines. Il faut aussi souhaiter qu'on ait des radios indépendantes, comme c'est vous dire la vérité, parce qu'en Afrique, au Cameroun en particulier, peu de radios ont le courage de dénoncer ce que nous faisons. Parfois vous avez des menaces, parfois on veut vous faire taire. Donc je pense que nous avons des radios indépendantes en Afrique, elles vont beaucoup éduquer les Africains. Vous avez compris mon message, hein? Merci beaucoup. Vous avez bien compris mon message là en Afrique. Il faut lancer, j'en ai déjà suivi quelques-uns des intellectuels africains qui sont levés contre ces manipulations-là et cette intimidation. Donc il ne faut pas, n'ayez pas peur, n'ayons pas peur. Voilà mon dernier mot. Alexandra, un dernier mot? Ou Gérard?
Non, le fait d'être très heureuse d'avoir eu une émission aussi intéressante avec vous tous, vraiment c'est un grand honneur et une grande preuve d'amitié que vous avez tous fait les uns envers les autres, donc grande fraternité, grande solidarité, il n'y a rien de plus beau que cela. Et puis peut-être à bientôt. En tout cas, moi je mets mon canal Twitter pour essayer de voilà, tu me donneras le lien, Franklin, de cette émission, et puis on va essayer. Ça tourne dans tous les pays d'Afrique. D'accord, on va la rediffuser demain matin, tu vas voir. Oui, d'Europe. D'accord, vous l'aurez bientôt. Merci beaucoup. Merci de m'avoir consacré votre temps. Je vous dis donc à la prochaine. À la prochaine. Jésus revient bien.